Mesdames, Messieurs, bonsoir. La société camerounaise fait face à un nouveau défi, à un nouveau phénomène en voie de devenir une véritable guerre sociale. Il s'agit des doubles ventes de terrain, c'est-à-dire la volonté de céder un bien foncier, parfois consciemment ou alors inconsciemment, à plusieurs acquéreurs. Ce phénomène récurrent est une réalité sociale au Cameroun et de nombreuses familles en souffrent. Ce phénomène crée des frustrations dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans nos sociétés, dans nos quartiers, meuble les couloirs de la justice et évidemment, ces dossiers sont malheureusement traités avec très peu de diligence dans les couloirs de la justice. Ce soir, nous réunissons sur ce plateau des cas pathétiques, des sujets édifiants qui nous relateront leur histoire, leur calvaire sur le chemin de la propriété foncière au Cameroun et surtout sur cette équation de la double vente des terrains dans notre pays. Vous écouterez l'histoire de ces familles qui ont tout investi des années d'économie pour acquérir un lopin de terre, mais qui se sont retrouvés malheureusement à la belle étoile, sans argent, sans terrain. Regard social ce soir, sous le regard des experts, ouvre la boîte à Pandore sur un phénomène social, l'escroquerie foncière, les doubles ventes de terrain au Cameroun. Évidemment, je l'ai dit, sous l'éclairage des experts qui viendront en deuxième partie en conformité avec le principe et bien sûr la tradition qui régule cette émission. Et puis, vous aurez droit à un reportage tout aussi pathétique, mais surtout pédagogique, illustratif d'un phénomène social qui gagne du terrain dans notre contexte. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans un très court instant, nous donnons la parole à nos témoins qui sont en plateau. A tout de suite. Elles ont accepté de partager une tranche de vie avec nous sur le plateau de Regard Social. Ce soir, ce sont des familles qui ont perdu le sommeil, qui ont perdu la joie de vivre après avoir englouti des années d'économie dans l'acquisition d'un lopin de terre. Ces familles qui se sont retrouvées malheureusement à la belle étoile, parfois sans terrain, sans argent. Ces familles qui se voient parfois opposer des titres de vente alors qu'elles croyaient en être des propriétaires. Alors, ces familles ont accepté de s'ouvrir aux questions de Regard Social ce soir. Et nous recevons sur le plateau Madame Marthe Lassa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, ça fait plaisir de l'entendre. Mais votre quotidien n'est pas du tout ordinaire depuis un moment. Il s'agit de quoi? Oui, il s'agit d'un terrain que ma maman a acheté en 1995. Depuis ce moment, nous sommes là. Mais à notre grande surprise, en 2015, un monsieur surgit en nous disant que c'est son terrain. Nous lui demandons, mais ton terrain comment? Il dit, madame, j'ai fait un titre foncier sur ce terrain, il m'appartient. Je lui réponds, certes, je sais au Cameroun, le propriétaire d'un terrain, c'est celui qui a le titre foncier selon ce qu'on dit, mais je ne peux pas aussi quitter. Allons rencontrer ceux qui nous ont vendu le terrain. C'est comme ça qu'il est parti, il revient avec 5 policiers. Je lui demande, mais les policiers vont faire quoi par rapport à notre problème? Ils n'ont rien à dire. Je pense que ce sont ceux qui nous ont vendu ce terrain qui pourront résoudre notre problème. Il a dit non. C'est comme ça que 3 mois après, il me donne la convocation du tribunal de grande instance de Bonanjo. Nous nous rendons là-bas. À chaque audience, parfois il vient, parfois il ne vient pas. Mais après plusieurs audiences, le tribunal a tranché le problème en ma faveur, le déboutant comme non justifié.
C'est comme ça que nous rentrons à la maison. 3 mois après, il me reconvoque dans le même tribunal. Parce que, après avoir rendu justice, j'y suis allée pour prendre l'expédition qu'on ne m'a pas remis. J'ai marché là pendant des semaines, on ne m'a pas remis. Au tribunal. Au tribunal. C'est là où il me ramène, il me reconvoque à nouveau dans le même tribunal. Pendant que j'assiste aux audiences, Dieu merci, je rencontre un ange du Seigneur, que je lui pose le problème. Il me dit, même si ce papier est enterré dans la grève de Bonanjo, je vais faire sortir ça. C'est comme ça que 3 jours après, il m'appelle, il me dit, j'ai retrouvé ton expédition. Nous retirons l'expédition. La prochaine audience, je donne l'expédition au juge. Elle me demande, qu'est-ce que c'est? Je lui réponds, maître, cette affaire avait été jugée tranchée. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me ramène ici. Elle me dit, fais une copie. Elle me remet en me demandant de faire une copie et donner à son avocat. Puisque je m'étais préparée, j'avais fait une copie, je lui ai donné. C'est comme ça que nous sommes rentrés. La prochaine audience, le monsieur n'est pas revenu. Et le tribunal a dit qu'il a désisté. Entre-temps, j'attends 3 mois après, je prends le certificat de non-appel et le tribunal me donne la grosse. Je rentre à la maison. 6 mois après, en janvier 2017, il vient avec la convocation de Bonabéry, du tribunal de Bonabéry. C'est comme ça que je me rends là-bas avec ma pauvre maman. Nous arrivons là-bas. La première audience, je remets les documents de Bonanjo. Le juge refuse de prendre. La deuxième audience, il fait la même chose. La troisième, il me dit, même si tu as eu gain de cause à Bonanjo, je vais faire la descente sur le terrain. Vous allez nous donner 150 000. Je lui ai dit, monsieur le juge, je n'en ai pas. C'est comme ça que le monsieur répond, je vous donne 150 000 demain et vendredi, nous faisons la descente sur le terrain. C'est comme ça qu'ils sont venus. Ils sont arrivés. Les quelques voisins qui étaient là sont venus. Le monsieur m'accuse d'avoir volé ses parpaings. Mais quand on regarde sur le site, je n'ai rien fait avec du parpaing. C'est comme ça qu'il me traîne, il me traîne, il me traîne. Le 22 novembre 2017, je vais à l'audience. Le monsieur n'étant pas là, le juge me demande de quitter sur le terrain, car ce terrain appartient à ce monsieur. Vraiment, je ne sais pas. Voilà ma pauvre maman qui a acheté ce terrain depuis 1995. Elle vivait avec moi. Le monsieur nous a trimballés au tribunal, trimballés. Parfois, elle bavarde seule. Elle a même fui qu'elle ne reste plus là. Ma grande soeur est venue la chercher. Moi-même, je ne suis pas tranquille à la maison. Ok. Bien, on en parlera davantage. Vous, je le rappelle à toutes fins utiles, vous n'êtes pas seul en plateau ce soir. Vous êtes justement accompagné de votre maman, maman Dianka Hélène, voilà, qui a bien voulu être sur le plateau ce soir pour partager cette tranche de vie. Elle s'exprime exclusivement en pidgin, donc nous aurons l'occasion de lui permettre d'en dire un mot pour nous édifier davantage, pour nous permettre de mieux comprendre tous les mécanismes qui ont encadré l'acquisition de ce terrain. Et une histoire dans laquelle de nombreux Camerounais se retrouvent ce soir, car cette question foncière est devenue un véritable problème social et même national. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes allés jusqu'à Yaoundé, jusqu'à Monatélé. Voilà, nous y avons retrouvé une dame non-voyante qui, elle aussi,
arpente les couloirs de la justice depuis des années. Elle a accepté de s'ouvrir aux questions de regard social ce soir. Maringa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de regard social. Merci. Alors, comment allez-vous? Très bien, puisque je suis avec vous, ça va. Très bien. Voilà, vous êtes sur le plateau de l'espoir. Alors, dites-nous, vous êtes non-voyante depuis l'âge de 9 ans. Oui, c'est cela. Je suis donc non-voyante depuis l'âge de 9 ans, suite à l'onchocercose des os, ce qu'on appelle communément des filaires, c'est-à-dire des petits vers qu'on trouve dans de l'eau, apparemment. D'accord. Voilà. Alors, votre quotidien a basculé depuis un moment. Vous avez acquis un lopin de terre en 2005. Oui, exactement. En 2005, à Yaoundé. Oui, exactement, monsieur. Parce que s'est-il passé? Oui. Quelles que soient les conditions de notre vie, nous avons besoin d'une certaine dignité, comme tout le monde. Donc, j'avais des petites économies, avec également l'aide des amis, de mes frères aussi. J'ai donc acquis un lopin de terre en disant, ce serait bien qu'on vienne aussi frapper à ma porte. Et malheureusement, ce terrain que j'ai acquis en 2005 a subi d'abord des incompréhensions. Je l'avais grillagé et le cadastre avait borné le terrain. Et la venderesse, quelque temps après, a déterré les bornes. Je suis allée devant notre notaire commun pour lui signifier ce fait, et elle avait prétendu que c'est l'engin qui serait venu déterrer les bornes. Et après cela, mon frère, comme régulièrement mes frères, chacun va regarder, on découvre en 2013 précisément quelqu'un en train de réaliser, des ouvriers en train de monter un mur. Mon frère leur demande, mais que faites-vous sur mon terrain? Il leur dit, nous sommes là pour exécuter un travail qui nous a été demandé. Mon frère tellement choqué, et il fait donc, il demande qui leur a ordonné de faire ces travaux. Finalement, ils finissent par donner le numéro de téléphone de la nouvelle acquéresse. La dame vient, vraiment furieuse. Elle dit à mon frère, que voulez-vous dire par là? D'abord, je ne vous parle pas, je ne vous connais pas. Si vous voulez causer, parlez avec mon avocat. J'ai acheté mon terrain en 2012 d'une superficie de 1100 mètres carrés devant le notaire. Alors vous n'avez rien à me dire, je ne veux même pas vous voir. Suite à cela, j'ai donc porté plainte à la gendarmerie. Avant d'y arriver, oui. Oui. Avant de décrire oui. tout le scénario oui. Que vous avez vécu dans les couloirs de la justice, de la gendarmerie et oui. autres, oui. Comment s'est opérée l'acquisition de ce terrain? L'acte a-t-il été validé par un notaire? Comment s'est opéré? Comment s'est organisée l'acquisition du terrain? Oui, l'acquisition du terrain s'est réalisée devant le notaire maître Étienne Gérard Kaka à Yaoundé, dans son étude. Comme c'était un terrain en indivision, les 3 indivisaires étaient bien présents, ils avaient bien signé. Et donc voilà, l'acte est tout à fait authentique, parce que pour moi, un notaire, c'est l'autorité compétente pour valider les actes de ce type. Donc l'acquisition s'est déroulée conformément, légalement, disons. Voilà. Alors, oui. D'où vient-il qu'il y ait cette double vente? Puisque le nouvel acquéreur a brandi un titre foncier. Oui, oui, elle a brandi un titre foncier, mais qui ne relevait pas du même notaire. Je vous précise que Maître Gérard Kaka
gérer déjà tous les titres fonciers de cette famille. Et donc, c'est pour cela que moi-même, je suis allée devant lui pour faciliter les formalités, puisqu'il il connaissait déjà le dossier. Mais comme par hasard, ils se sont présentés devant un autre notaire pour me porter préjudice. Et cette vente a été réalisée sans que, évidemment, je sois informée. Je ne me doutais de rien. Et ce n'est que, comme je vous dis, quand mon frère a trouvé qu'ils étaient en train de monter un mur, qu'on a su qu'il y avait une anomalie. D'accord. Voilà. Alors, depuis ce constat, quelles sont les démarches que vous avez engagées? Voilà. Première réaction, tellement choquée, monsieur. Donc j'étais désemparée. J'ai dit à mon frère que c'est même pas la peine d'aller voir les personnes qui m'ont vendu le terrain. Il faut aller à la gendarmerie. Et donc, le commandant m'a dit que, enfin, on a fait une petite interview, et le commandant m'a dit qu'il ne peut rien me dire, il faut aussi convoquer la personne qui m'a vendu le terrain. Et c'est suite à cette convocation que la dame est venue présenter l'annulation de la vente. Et le commandant me dit, mais je ne comprends pas, vous me dites que vous avez un terrain, voici que la dame a apporté une décision du tribunal, et là je ne peux pas vous cacher, j'étais effondrée. Quelle décision de quel tribunal? Je n'étais pas notifiée que la vente était annulée, je n'étais pas informée, et donc vous vous imaginez ma détresse. Et c'est comme ça que j'ai appris que le tribunal avait annulé ma vente sans m'informer. Et alors, sur l'acte, il semblerait que l'un des divisaires n'avait pas signé. Et donc, il revendique que sa sœur a vendu le terrain, m'a vendu le terrain à son insu. Et à partir de là, voilà, mon frère m'a accompagnée. Et au tribunal qui avait donc rendu cette décision, cette annulation, qui avait annulé la vente. Et de là, j'ai fait une déclaration de tierce position et en m'indignant que je ne comprends vraiment pas. D'abord, je n'étais pas informée que j'avais une affaire en justice et de surcroît qu'on a annulé la vente que j'avais réalisée devant une autorité publique. Et voilà. D'accord. Alors, quel est l'état de ce lopin de terre aujourd'hui? Qui l'occupe? C'est vous? Aujourd'hui, monsieur, je ne sais même pas ce qui est derrière. Parce que quand mon frère y va, il n'y a que le mur. On ne peut pas savoir ce qui est à l'intérieur. Il y a un grand mur qui est dressé tout autour. Et quand mon frère a vu ça, il est allé demander au préfet de Yaoundé d'ordonner la cessation des travaux. Mais cela n'a pas empêché. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs. C'est complètement fermé d'après ce qu'on me décrit. D'accord. Alors, on en parlera davantage dans un très court instant, le temps de mieux comprendre le récit de Marthe Lassa, qu'il faut le rappeler, est la fille de Djankan Hélène qui est avec nous en plateau ce soir. Alors, elle a acquis un lopin de terre en 1995 et à la grande surprise de la famille, un nouvel acquéreur s'est présenté des années plus tard et aujourd'hui, la famille est à la Belle Étoile. Alors, dites-nous comment s'est opéré l'acte d'achat ou de vente? Qui vous a vendu le terrain et comment s'est opérée cette transaction?
Oui, monsieur, à l'époque, c'est maman et mon frère aîné qui étaient allés acheter ce terrain. Mais à ce qu'elle m'a dit, elle m'a fait comprendre que le chef et ses notables, le chef de Bonendele 2 et ses notables lui ont vendu le terrain en lui remettant une attestation coutumière. Et je ne sais pas, aujourd'hui, son fils là ne vit plus. Quand moi j'ai grandi, à l'époque, j'étais petite, mais quand j'ai grandi, elle m'a fait part, je suis alors allée, j'ai construit, j'ai fait une maison en matériaux provisoires où je vis, où je l'ai même prise, on vivait là ensemble. Donc, et quand le monsieur est arrivé, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, je suis dépassée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, c'est que nous ne sommes pas tranquilles. Tout le temps, il envoie les gens à la maison nous menacer. Parfois, je sors, je reviens, qu'on a arraché les tôles sur la maison. Parfois, on déchire les carabottes pour entrer, fouiller la maison. Les enfants même sont traumatisés. Je ne peux pas laisser l'enfant à la maison et sortir. Les enfants ont peur. Nous-mêmes, moi-même qui suis là, j'ai peur de dormir dans cette maison. J'ai peur parce que nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne sommes pas tranquilles. Tout le temps, si ce trop ces 2 jours, il vient, il nous menace. Je sais pas. Que disent les chefs traditionnels qui vous ont vendu ce terrain? Oui, je suis allée rencontrer le chef par 3 fois. Je l'ai absenté. On m'a fait comprendre qu'il ne vit pas à la chefferie et je ne connais pas où le rencontrer. Mais par contre, j'ai rencontré le chef du quartier. Je lui ai fait part. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne m'a rien dit par rapport à ça. Oui. Quelles sont les démarches que vous avez engagées? Vous avez saisi la justice. Qu'en est-il? Je n'ai pas saisi la justice puisque ce monsieur m'avait déjà traduit en justice. Donc depuis 2015, nous sommes en justice. Après Bonanjo, 2 fois Bonanjo, nous sommes revenus à Bonabéry. Donc, mais le juge a tranché en votre faveur. À la grande instance, le juge a tranché en notre faveur. C'est lui qui nous amène en disant qu'il a fait un titre foncier sur le terrain. Mais quand on arrive là-bas, on le déboute comme non justifié. J'attends qu'il fasse appel. Il ne le fait pas. Je prends le certificat de non-appel et le tribunal me donne la grosse. Je rentre. Quelques mois après, il me donne la convocation de Bonabéry. J'arrive le 22 novembre, le Bonabéry rend justice en me demandant de partir. De partir du terrain. Le terrain appartient à ce monsieur. Raison pour laquelle, vraiment, je n'ai pas su. Je me suis dit, regard social est là pour les gens comme nous. Autant aller m'exprimer là-bas. Je pense qu'étant à Equinox, regard social va me permettre de m'exprimer. Parce que quand même je vais au tribunal de Bonabéry, aucune question ne me pose. On ne me pose aucune question. Je viens, je rentre. Je viens revenir le mois prochain, je rentre. Revenez le mois prochain. Et tout ça avec cette pauvre maman. Je la porte et je l'amène. Nous arrivons là, revenez le mois prochain. Jusqu'à ce que de janvier à novembre, 11 mois, il nous demande de quitter. Donc, monsieur Eric, vraiment, je ne sais pas. Que dit la maman? Comment elle vit ça au quotidien à son âge? Je vous ai dit, elle a même fui la maison. Elle a fui la maison. Là où elle est, c'est parce qu'elle est ici avec nous. Elle passe son temps à bavarder par rapport à son terrain.
à bavarder. Si vous lui posez la question, elle va vous répondre. Elle passe son temps à bavarder, à bavarder, à bavarder. Je lui dis, maman, laisse. On va trouver une solution. Elle ne comprend pas, je ne sais pas. Là, voilà. Autant le dire, votre maman s'exprime exclusivement en pidgin. En plus, elle souffre d'un déficit auditif, dont elle n'entend pas bien. C'est la raison pour laquelle j'ai du mal à lui poser. Voilà, donc il faut que les téléspectateurs comprennent. Mais vous êtes là, vous vivez avec elle au quotidien. Il est vraiment difficile de communiquer avec la maman, mais il valait la peine de la faire venir sur ce plateau comme témoin. Et évidemment, nous pourrons peut-être lui permettre d'en dire un mot tout à l'heure. Mais déjà, sur votre cas, Maringa, vous qui avez acquis votre terrain depuis 2005 au quartier Oza à Yaoundé, dites-nous, avez-vous subi des injustices devant la justice dans le traitement de ce dossier? Absolument, monsieur. Lesquels? Une souffrance, une véritable souffrance. J'ai donc fait la tierce opposition. C'était des renvois et des renvois, et l'adversaire ne se présentait pas. Et on me tremballait dans la salle, on rentrait, bredouille, toujours renvoyé. C'était le premier choc parce que on me disait toujours, ben, il faut être présente la prochaine fois. Et donc l'audience, on n'appelait jamais mon affaire. Ça a duré très longtemps. Et finalement, le juge a fini par revenir sur sa décision. Voilà. Mais alors, là où vraiment je ne comprends rien, je n'ai jamais pu retirer la grosse au greffe. C'était du béton, il n'y a pas un autre mot. On a fait les pieds et les mains. Mon frère a crié, il a supplié. On nous disait, ah non, l'adversaire a droit de faire appel. On s'est rendu à la cour d'appel. La cour d'appel nous a délivré un certificat de non-appel. Et donc jusqu'à présent, je n'ai jamais pu retirer la grosse. Et c'est l'inertie totale. Mon frère a même écrit, ben, je ne sais pas à qui, pour essayer au niveau supérieur, pour qu'on puisse retirer la grosse. Et jusqu'à ce jour, c'est impossible. Il faut le dire, vous avez écrit au ministre de la Justice. Oui, ça j'ai écrit au ministre de la Justice parce que j'étais dépassée et j'ai dit que c'est l'autorité par excellence, c'est l'autorité compétente pour avoir pitié de moi. Parce que moi, si on ne m'assiste pas, je ne peux rien faire. Et je donne aussi beaucoup de souffrance. Excusez-moi. À mon entourage, parce qu'il n'aime pas me voir triste. Et mon frère est dépassé. Il est dans tous les bureaux pour essayer, pour ne pas que je sois triste. Il fait tout, mais on ne sait plus quoi faire. Et donc, on a écrit, je lui ai même dit qu'on écrit au président de la République parce que c'est lui quand même le père de tous les Camerounais. Et je pense que je suis aussi sa fille. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ça me fait... Moi-même, je souffre, mais ma famille aussi. Parce que c'était... Toutes mes économies et les amis m'ont aidé aussi. Mon frère avait tout payé, tout ce qu'on a demandé. Ah,
Et donc, à l'heure actuelle, je me trouve démunie. Démunie, je n'ai plus rien. À mon âge, je continue à vivre chez les uns et les autres. Alors que, avec tout l'argent qu'on a dépensé en justice, comme la dame disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est infernal. Le juge demande à descendre chez le notaire, il faut payer, c'est toujours à payer l'avocat, mais on ne voit pas le résultat. Alors c'est ce qui est vraiment décourageant, quoi. Tout l'argent que Thomas a dépensé, il aurait pu m'acheter un autre terrain avec. Hein. Ok. Alors, avec un peu de recul aujourd'hui, quel est votre vœu sur cette affaire? Aujourd'hui, mon vœu, je voudrais dire que je lance un appel solennel à toutes les autorités de notre pays, à commencer par le plus haut sommet de l'État, à toutes les personnes, les praticiens qui connaissent le domaine du droit, de tout faire pour me rendre mon terrain. Mon vœu, c'est celui-là, qu'on me rende mon terrain. Les téléspectateurs qui me regardent, à eux, je voudrais leur dire que je suis leur mère, leur sœur, leur fille, et que je suis blessée. Je suis devenue aveugle, mais j'étais gaie. Maintenant, je ne sais pas. Je n'ai ni terrain, ni tout l'argent qu'on a dépensé. Je ne vais même pas parler de tous les frais. Rien que la somme principale, on ne me la restitue même pas. Ok, on vous a compris, Maringa, beaucoup de courage dans cette épreuve. Beaucoup de courage, nous procéderons comme d'habitude. Nous allons opérer le suivi de cette affaire dans l'espoir de trouver un dénouement heureux et dans l'espoir aussi de revenir sur ce plateau pour dresser le compte rendu en conformité avec la logique qui encadre notre approche, rendre compte en allant au-delà de l'image. Alors avant de vous permettre de vivre le sujet illustratif sur le terrain, je voudrais vous donner la parole. Marthe Lassa, vous avez aujourd'hui perdu le sommeil, vous avez déserté carrément la maison familiale, un terrain que votre maman a acquis depuis 1995, avec toutes les péripéties, toutes les difficultés du judiciaire qui encadrent cette affaire. Quel est votre vœu, quel est votre souhait ce soir? Oui, Eric. Mon souhait, c'est que je demande à tous ceux qui sont censés résoudre mon problème de le faire, parce que sincèrement, je suis jetée dans la rue. Je suis abandonnée. Je vous en prie, faites à ce qu'on me remette mon terrain. Parce que ni argent, ni terrain, je n'en ai plus. Tout ce que j'avais comme argent, j'ai donné aux avocats.
Voilà ma pauvre maman. Si aujourd'hui, je suis jetée dehors, que ferais-je d'elle? Je supplie le regard social, vraiment, de prendre mon problème en considération. Ok. D'accord. On va essayer, hein. Si maman... You feel talk something? I feel dans ce abin tigdi mahan me fo a go nda money no wa manole hasimi mandela for that money we have been given ma we been before with the nangon e me la ka fabia idai and let me for that flower ground you know before dim what a cat I take go sui nai de all of one no day with me but all my small family we I think get the what la keso in the take later I no go give up I don't get that for bonadale from grow up I don't buy am sote I don't pay money to tap. Maintenant, dans ma vie, faut trauma la famille. Et puis, famille a so et dans gros don bi faut donc plein dit. Et bien, bi na black bush. No mama no ben bi we donc conséquent faut des. Na mi a ben na mi a ben sofa à kota oi. Bon, abe donc faut des. D'accord. And once can some day way, if they don't throw away some for some more how we have been done. And as some day, where some more on tree, we have been there. The meter me some day, it is big camion from Sansan. I think we never know. I go enter for that Sansan. See when I throw away for me, and me I gain grown. That chauffeur say, I be work my ami, he turn back, he go to away some for all that. I know sabi for talk for that plan I'm going for Bonanadale. Okay. You want the talks waiting for governor. Governor too I been go for Bonabele. The house he say na di he hulu mami you le tell you grand di mami he go work again before get money for bank grand so ma talk say they go buy am. I say yes when I buy am the ma talk say he go give me 300,000 for Bonabele. The town that also come off for this. What that time they send me for Bonanjo. I didn't go for Bonanjo. That's who pay motor go, pay cab, pay to go. I know somebody talk. I don't mean ya. Take today so. Now go don't help like I know the being for doing one set. Now so you just sleep for who side? Yeah. You just sleep for who side? For silly. Yes. My tongues where I just sit down for I believe. They from Jombe, I be set up from Jombe. Before that, my picky where I talk say he don't die. He look down ground. He come from Jombe say, Mama, how will this so? So my country they send him ground. You fit try, we pass so have ground for day. Now he been take money that it don't be. I know sabi for sabi Yahweh down ground don't be. I know. Sabi say, for say now it don't pass so. Before then take it down ground. I know fit sabi me. Because my tongue way I been na from Jombe na ma falaba be go low down ta way down pan be send out with it. We play no horror. Now for so it be pass for day before it can talk for me from Jombe. And then that my way san it be come. But the way they has we don't give on.
nous nati nous déformés, nous moi-même, et nous déformés. Mais les donc c'est oh le go sabi mawe et quand t'es mango. À nous sabi mi we a des fonds de nous les races mi non natif. C'est à donc trouver faut bam dam gon faut jombe na di mahan. You know I go for doctor les ma comme ça mamie you they work plenty. I say papa let me. La vie c'est noir quand faut docteur que sous me comme ça. Na mi a don bi faut tribunal. Da be biqué faut bonabelle. Comment faut bonabelle? Go for bonanjo. Go for bonanjo. Go for bonandale. Da no talk say na mi a don senglo. I don't see my way senglo. I don't look that so my way le bango. So te go move la labo et comme dit faut bonanjo. De chasan talk say no be na fa Fambok. Today et deni c'est faut pas. Ok, mamie. Ou donc, yeah, non. Ok, bien. Alors, cette maman essaie de restituer les faits, de relater sa version de faits sur ce chemin caverneux de l'acquisition d'un terrain. Elle dit l'avoir acquis simplement à la sueur de son front. Elle a elle y a investi des années d'économie et évidemment, elle souhaite que les pouvoirs publics se saisissent de cette affaire et que justice soit faite. Elle souhaite en profiter, elle souhaite en bénéficier avant, bien sûr, pour mener des jours paisibles sur Terre, avant d'être rappelée, évidemment, dans l'au-delà. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire en guise de synthèse, mesdames et messieurs, mais ne partez pas. Ne quittez surtout pas, nous vous permettons dès à présent de faire une immersion dans le quotidien de l'une des témoins que nous avons reçus ce soir sur le plateau. Maringa, nous l'avons rencontré, l'équipe de Regard Social l'a rencontré pour peindre son environnement, pour mieux comprendre, mieux percevoir les difficultés d'une personne malvoyante dans les couloirs de la justice, les difficultés d'une personne malvoyante dans les couloirs de la justice prise entre les griffes justement de l'escroquerie foncière, entre guillemets. Les experts seront davantage pointus sur le qualificatif de ce phénomène. Nous leur donnerons la parole juste après ce reportage que je vous propose de suivre. Retrouvons-nous après cette virgule. À tout de suite. Marie, non-voyante, a perdu la vue à l'âge de 9 ans. À la fleur de l'âge, suite à une pathologie, l'onchocercose. Voici donc des années que Marie n'a Dieu que sa canne blanche. Ce matin, elle se fait accompagner par un membre de sa famille dans un quartier de Yaoundé, capitale du Cameroun, siège des institutions de la République. Au bout de ses pas, la volonté de trouver une solution à un problème devenu calvaire dans sa vie. L'équation des doubles ventes de terrain devenue récurrente au Cameroun. J'ai acheté une parcelle de terrain en 2005 au Jamikam. Et en 2009, la propriétaire, la venderesse, avait retiré les bornes que le cadastre avait placées et retiré le grillage. Et en 2013, pire encore, quelqu'un me conduit sur la parcelle et on trouve des jeunes gens en train de monter un mur. Suite à cela, j'ai porté plainte au commissariat et suite à ma plainte, la venderesse a présenté l'annulation de ma vente, du contrat de vente
conclu entre elle et moi. En réalité, le terrain en question valait 1500 mètres carrés à l'achat. Première curiosité, seuls 1100 mètres carrés ont été cédés par le vendeur. Deuxième curiosité, la vendeuse l'a revendu à un nouvel acquéreur et aux dernières nouvelles, à un troisième. Se sont alors ouvertes les portes de la justice. Je me suis retournée vers la justice, donc en portant plainte, notamment pour annuler la décision du premier juge qui avait annulé ma vente, sans même m'informer que j'étais en litige. Si je n'avais pas porté plainte, je n'aurais même pas su que ma vente avait été annulée. Et donc j'ai demandé à ce que j'ai fait une procédure de tierce position qui consiste à faire revenir le juge sur sa première décision. Avec tant de tergiversations, j'ai quand même réussi, grâce à mes larmes, hein, je ne peux pas vous le cacher. J'étais tellement choquée que j'ai pleuré et une personne, un procureur, dont je garde le nom, m'a vu pleurer, a demandé pourquoi je pleurais. Et lui-même s'est indigné et il a dit je prends cette affaire pour mon affaire personnelle. Et c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir la restitution de mon terrain, théoriquement. Théoriquement, car du point de vue pratique, le terrain ne lui a jamais été cédé. Les hommes de la justice se mangent entre eux et se marchent dessus sur ce dossier. Depuis la décision de justice, le greffe y a trouvé un siège confortable. Le greffe n'a pas daigné me délivrer la grosse, au motif que mon adversaire a droit de faire appel. Vraiment, nous n'avons rien compris, c'était une bataille. J'ai fait intervenir différentes personnes pour que le greffe me délivre la grosse. Et jusque-là, on n'a pas réussi. Le soi-disant appel n'a même pas été interjecté puisque j'ai obtenu la déclaration de non-appel. À force d'aller les voir, ils m'ont délivré une déclaration comme quoi ils n'ont jamais reçu l'appel concernant cette affaire. J'avais également, puisque j'ai estimé qu'il y avait abus de confiance, je dirais même abus de faiblesse, compte tenu de mon état. Et finalement, au pénal, on a fini par enrôler l'affaire et le juge pénal m'a donné raison, m'a donné satisfaction. Et malgré cela, rien n'a bougé. On prétend toujours qu'on fait appel. Si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas toujours en position de mon terrain. Marie doit continuer à fréquenter les couloirs de la justice, à courir pour l'application d'une décision de justice. Réalité certaine et prégnante dans les couloirs judiciaires du pays. Elle dispose aujourd'hui du choix de continuer les poursuites judiciaires jusqu'à l'aboutissement de ce dossier. Un vrai chemin de croix, reconnaît-elle. Je suis limitée pour faire un procès. Le procès déjà pour les gens qui voient, c'est pas évident. À plus forte raison pour quelqu'un qui est démuni. Et donc, oui, j'ai passé des mauvais moments. Je ne peux pas dire non plus, je veux mourir. Je suis une grande chrétienne. Excusez-moi de vous dire ça. Ça paraît paradoxal. Je demande seulement que l'Esprit Saint éclaire cette dame avec ses frères. Qu'il revienne à la raison, qu'il me restitue mon terrain. Marie sait désormais que son handicap visuel lui a porté préjudice. Elle y voit aujourd'hui un élément d'abus. Je constate qu'elle a abusé de ma cécité, de ma faiblesse. Le fait que je sois aveugle, le fait que je n'ai pas tellement de défense, étant donné qu'il faut toujours que quelqu'un regarde quelque chose pour moi et qu'on me décrive, voilà. Et je suis vraiment très blessée.
par le comportement de ces individus sans vergogne, hein, sans ni morale ni vertu. Je pense que abuser de quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités, c'est la pire des choses qu'un être humain peut commettre. Hein. Ils ont un cœur de pierre, ils n'ont pas de cœur de chair. Ils ne croient en rien. Ça m'étonne même. Je ne pense pas qu'ils croient même en Dieu. Or, Dieu existe, qu'il le veuille ou pas. Et Dieu est avec nous. C'est des gens qui sont sans conscience. C'est malheureux. C'est malheureux qu'au XXIe siècle, on trouve des gens comme ça, qui n'ont pitié de personne, qui sont faux. Conclusion, Marie ne dispose ni de son argent, ni du terrain acquis. Je n'ai ni mon argent, donc, ni le terrain. Et la situation reste bloquée. Les effets de cette situation sont vraiment importants dans ma vie, puisque, excusez-moi de vous dévoiler cela, j'ai perdu confiance en l'être humain. Parce que là où je suis, moi je n'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un puisse utiliser mon argent sans tenir compte de mon état, hein, en abusant de ma situation. Je répète peut-être cette chose parce que en fait, ça m'a vraiment, je suis profondément touchée. En attendant, voici son activité favorite. Excusez-moi, pour essuyer mes larmes, je suis excédée. Je n'ai plus rien, toutes mes économies sont parties. Je ne sais plus quoi faire. Elle pleure, comme de nombreuses familles, contraintes de vivre à la Belle Étoile, pourtant propriétaire foncier au Cameroun. Retour sur le plateau après cet élément purement illustratif. Retour sur le plateau avec nos experts qui sont installés pour décrypter ce phénomène nouveau en voie de générer une véritable guerre sociale. Car nombreuses sont-elles ces familles qui souffrent de ces pathologies, entre guillemets, pathologies sociales. Alors tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos experts. Maître Minou Sterling, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission. Alors nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau sur le plateau. Mais je vous en prie, voilà, c'est un plaisir partagé. Voilà, vous faites partie de notre pool d'experts. Vous êtes avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun. D'abord une question de qualification, maître. De quoi s'agit-il à l'écoute de ces différents récits, de ces témoignages? S'agit-il d'une escroquerie foncière? S'agit-il simplement d'une espèce de double vente du terrain? Quel est le qualificatif qui s'y est? Je pense que je dénoncerai plutôt des dysfonctionnements de notre justice et peut-être aussi un peu de naïveté de la part des témoins sur ce plateau. Dysfonctionnement pourquoi? Parce que dans les deux cas, vous avez quand même des plaintes des deux personnes qui concerne les prestations de notre service judiciaire. On a du mal à avoir de décision, on a du mal à se faire entendre devant le juge, on ne peut pas communiquer des pièces, on n'arrive pas à lever une grosse. Ça, c'est des dysfonctionnements qui favorisent la prospérité ou alors qui laissent prospérer plutôt les pratiques mafieuses. C'est des choses qu'il faut dénoncer, c'est vrai. Maintenant, il faut aussi se dire que lorsqu'on se met en tête d'acquérir un lopin de terre, il faut absolument respecter les prescriptions légales. Il faut respecter la procédure et les étapes. En ce qui concerne le moment de Bonabéry, les documents que j'ai consultés me laissent penser qu'elle s'est contentée d'une simple attestation, alors que son lait est situé sur un terrain immatriculé, donc sur un terrain qui fait l'objet d'un titre foncier. Elle aurait pu simplement veiller à ce que la procédure en ce qui concerne le morcellement aille jusqu'au bout, que je laisse probablement en sécurité alors son titre foncier.
Ça peut être... Mais dans ce cas, oui. la responsabilité, la part de responsabilité du vendeur. Oui, qui sont quand même des chefs traditionnels. je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc dans le deuxième cas, ce sera pareil. Il faut à tout prix veiller à ce que le dossier aboutisse à l'établissement de notre titre foncier à votre profit. Ça commence déjà quand même à vous protéger plus que l'habitude vis-à-vis des escroqueries foncières ou de la double vente. Maintenant, pour parler des vendeurs, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de regrettable. C'est des personnes à l'égard desquelles fourmillent des griefs, mais alors, on n'en plus finir. Je suis surpris quand même que, au vu de l'attestation coutumière que détient cette maman, le même chef a certainement été celui qui est à l'origine de la signature du deuxième acte de vente au profit de ce monsieur qui les embête. C'est quand même quelque chose qui est déplorable. Lui également, il est passible quand même de poursuites pour escroquerie foncière. Dans le cas de Yaoundé, c'est pareil. En tout cas, elle a même eu gain de cause au tribunal, puisque, me dit, d'après ce que je suis dans le reportage, les agressions ont été condamnées, dont certainement l'escroquerie foncière a été caractérisée. Donc ça c'est sûr. Donc je ne connais pas très bien les informations qui étaient retenues, parce que quelquefois, pour aboutir à la qualification pénale, il faut avoir tous les éléments constitués de l'infraction pour savoir exactement ce que le juge a retenu. Mais là, on peut pratiquement parler vraiment d'escroquerie foncière. Ça c'est vrai. Voilà ce que je peux dire. Donc pour me résumer, il y a quand même un dysfonctionnement au niveau de la justice qu'il faut décrier. Et puis surtout aussi, pour ceux qui veulent acheter le pain de terre, mettez-vous quand même, faites-vous accompagner par les techniciens qui vont respecter les différentes étapes et qui préserveront vos droits. Parce que dès lors qu'aujourd'hui, pour prendre le cas aujourd'hui, au moins dès lors que le dossier technique est fait dans les machines des géomètres dans le cadastre, cette partie du terrain que vous avez acheté devient indisponible. Donc tout le monde sait que dessus on peut mener l'opération, on peut faire la transaction. Voilà. Mais Marie disait tout à l'heure que ce dysfonctionnement au niveau de la justice que vous venez de décrire représente aussi du pain béni pour les avocats. Du pain béni pour les avocats, je ne sais pas si vous êtes au courant que les avocats vivent effectivement les procès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est parce que c'est quand même la mission première de l'avocat, assister son client devant en cas de procès. Ça, je ne sais pas pourquoi. Y compris les cas sociaux. Oui, les cas sociaux, on va quand même pas moi faire le reproche de ne pas accompagner les cas sociaux lorsqu'ils sont en ligne. Non, non. En tout cas, dire que c'est le pain béni pour les avocats, oui ou non, c'est pas ça le plus important. Ce qui est certain quand même, c'est que c'est difficile d'entendre une dame dans cet état vous dire qu'elle est incapable de lever la grosse décision de justice et faire exécuter. C'est quelque chose d'insupportable. Très bien. Merci Maître Minou Sterling. Avec vous, nous allons davantage décrypter ce phénomène social. Vous n'êtes pas seul en plateau. Avec nous également ce soir, Maître Martin Bitton. Bonsoir. Bonsoir Maître. Eric. Et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Kinox Télévision. Je suis heureux de renouer, n'est-ce pas, avec Regard Social. Je crois que, avant de me prêter à votre question que je ne connais pas encore, j'aimerais annoncer aux téléspectateurs de Kinox Télévision que l'affaire qui s'est passée ici avec la paralytique Madame Maximilienne, qui réclamait ses enfants en France, est en train d'aboutir. oh, mais vous... D'aboutir parce que un de ses fils est venu il y a à peu près une semaine et c'est vraiment en liesse que nous avons été reçus à IDEA. Son enfant était là. Nous y reviendrons sans doute. Évidemment, la dimension exclusive chez nous est assez prégnante et importante. Annoncer la primeur de cette information parce que j'ai vu tout à l'heure des larmes de tristesse de notre compagne, n'est-ce pas, du plateau. Et je crois que elles se transformeront bientôt en larmes de joie, comme ça a été le cas dernièrement. Voilà. Je pense à cela parce que je suis un homme de foi et je crois qu'avec Dieu, rien ne rate. Hein. Lorsque Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Ce jour-là, nous dirons que vous êtes prophète. Mais en attendant, nous voulons écouter l'avocat ce soir. Bon, alors pour revenir à ce cas ce soir. Oui, sur le cas de ce soir. Alors déjà, quelle appréciation globale faites-vous de ces différents récits, de ces témoignages que vous avez écoutés? Il faut dire que
Je ne suis dans l'avocature que depuis 4 ans. Depuis juin 2014. Mais les cas que j'ai déjà eus sur le foncier, je peux vous dire que la prochaine guerre sociale au Cameroun, ce sera sur le foncier. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a une autre autorité judiciaire de ce pays, de cette région, le littoral, pour ne pas le nommer, le procureur général. Ah voilà, peut-être qu'il nous écoute. Il a beaucoup réfléchi sur le sujet et il a sorti, disons, dans le cadre de l'installation des magistrats de la région, il a fait un véritable réquisitoire sur l'escroquerie foncière et le braquage, c'est le terme qu'il faut employer, le braquage de ceux qui n'ont pas de droit et qui s'installent sur les terrains de ceux qui ont le droit, parfois avec titre foncier à l'appui. Et lorsque je vous le dis, je sais de quoi je parle. Or, j'ai comme l'impression que on néglige, n'est-ce pas, cette situation. Et si nos autorités, nos juges, nos forces de l'ordre, nos administrateurs, parce que là-dedans, dans le foncier, il y a les sous-préfets, les préfets, voire les gouverneurs qui s'impliquent, il y a les magistrats, il y a les officiers de police judiciaire. Ça va dans tous les sens. Vous avez dit tout à l'heure, ça fait les choux gras de tout ce monde, peut-être des avocats aussi, mais pour le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, je crois que je vous prends à témoin. Nous sommes ceux-là qui dépensons plutôt de l'argent pour certains cas sociaux. Absolument, nous pouvons le confirmer, mais vous avez fait usage dans votre vocabulaire, dans le qualificatif tout à l'heure, d'un superlatif, la guerre sociale, une guerre sociale en gestation. Pourquoi? Ben parce que, comme je vous le dis, on a l'impression que c'est ceux-là qui sont des hors-la-loi, qui sont installés confortablement, au détriment de ceux qui ont le titre. Parce que j'ai rappelé ici une fois que en fait de meubles, possession vaut titre. Mais en fait d'immeuble, c'est le titre qui confère la possession. Et donc, tout à l'heure, mon éminent confrère l'a souligné, il y a des paramètres, n'est-ce pas, qu'il faut maîtriser, des fondamentaux, que les acquéreurs de terrain ne cherchent pas à maîtriser. Et c'est pour cela que j'ai apporté ce bouquin qui s'appelle Régime foncier et domanial au Cameroun. On peut dire que c'est le petit frère de la Bible, en matière foncière. Et il faudrait que chacun se procure ce livre. Absolument. Sans faire la publicité, il vaut peut-être 5 000 francs, mais il devrait valoir beaucoup plus. Alors, c'est donc un instrument qui existe depuis des années. Nous avons eu l'occasion depuis de 2008, parcourir. Voilà, janvier 2008, tout à fait. Nous en avons d'ailleurs fait cas dans le cadre de cette émission au début des années 2010. Oui. Voilà, donc nous en parlions. Mais des années plus tard, malgré la disponibilité de ces instruments juridiques, Maître Minou, lorsqu'on écoute les récits sur le théâtre de ce phénomène social en voie de devenir une guerre sociale, pour emprunter le vocable de Maître Biton Martin, on a le sentiment que finalement on est dans une espèce d'ignorance collective des process qui encadrent l'acquisition foncière au Cameroun. Bon, je sais, oui, on peut dire ça comme ça, mais il faut surtout... Y a-t-il une complexité, y a-t-il une ignorance à la fois des acquéreurs ou des acteurs de la transaction? Y a-t-il une complexité dans les couloirs de la justice à dénouer les chevaux sur ces affaires? Que se passe-t-il? Bon, pour ma part, c'est
la procédure de cession, de morcellement ou de vente d'un bien immobilier au Cameroun est encore poreuse à des pratiques mafieuses. Parce que voyez-vous, quelquefois, vous avez votre titre foncier en main, vous pensez être, vous vendez peut-être une parcelle de votre terrain, vous déposez le titre foncier, vous êtes encore celui qui se dépêche d'aller dire que le titre foncier est perdu, j'ai une nouvelle copie, pour engager encore d'autres procédures de vente sur le même terrain. Donc c'est des choses comme ça qui arrivent. Mais très souvent, ce n'est même pas sur le plus difficile, c'est que vous avez des personnes qui savent très bien que ce lot ne m'appartient pas, il appartient à telle personne, il a été vendu, mais je vais procéder à ce je vais mettre en pratique ce qu'on appelle la loi du fait accompli. Donc, il s'y installe et il attend celui qui va venir s'attaquer à lui. À partir de cet instant, c'est le même bras de fer. C'est là où maintenant, vous voyez dans les pratiques mafieuses que je dénonçais tout à l'heure, c'est très souvent des personnes comme celle-là qui réussissent à se faire protéger, alors que cela ne devrait pas être le cas. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut quand même que force revienne à la loi. C'est des fondamentaux, c'est des choses simples. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il manque des outils juridiques. Non, il y en a, il faut simplement qu'on les mette en pratique. Il faut que le droit soit respecté et appliqué. Si ce minimum élémentaire est respecté, je pense qu'il y a beaucoup de mafieux qui perdraient vraiment très très vite la raison, hein, qui décamperaient très rapidement. Mais malheureusement. Pourquoi ne respecte-t-on pas Ça, on le dit tous les jours. Je ne sais pas comment expliquer les décisions de justice que l'on critique. Je ne sais pas comment expliquer cela. Si c'est toujours parce que le juge n'a pas très bien perçu la question juridique, ça, je ne peux pas le dire. Mais les réponses judiciaires ne sont pas toujours satisfaisantes. Elles ne sont pas toujours satisfaisantes. Et je l'ai dénoncé déjà récemment en vous disant, je vais prendre un cas, quelque chose qui est tout à fait inconcevable. On ne peut pas, sur la base d'une simple action en unité de vente, empêcher quelqu'un de construire sur un terrain alors qu'il a son titre foncier. Cela ne se comprend pas. Il faut protéger celui qui a le titre. C'est celui qui a le titre qui doit être protégé. C'est celui qui a le titre qui doit être protégé. Et dès lors que vous avez des éléments dans votre dossier qui laissent penser qu'il y a quelqu'un qui a raison. Dans le cas de cette dame, par exemple, pour revenir sur un cas concret, il est quand même, pour un juriste, inconcevable que le demandeur, celui qui est en train de s'attaquer à eux, engage une action, ne produit pas des pièces, se voit débouté parce que son action n'est pas justifiée, ne fait pas appel, revient recommencer l'action, se désiste et repart cette fois encore devant une autre juridiction pour solliciter à nouveau dans les camps de guerpis. Je ne comprends pas comment ce juge-là peut accéder à cette demande. C'est juridiquement incompréhensible. C'est juridiquement incompréhensible. Les valeurs aujourd'hui qui vivent dans la peur et la panique. Mais où est donc le droit? Si le droit est plus respecté, où est-ce qu'on va se réfugier si ce n'est pas devant la justice? Voilà la question de droit, voilà les questions qu'il faut se poser. Comment en arrive-t-on là? Si ce n'est pas le dysfonctionnement judiciaire qu'on a dénoncé. Voilà les questions qu'il faut se poser. Elle fait comment? Il s'est désisté de son action. Comment on fait pour recommencer quand on s'est désisté? Je suis peut-être pas allé très loin en droit, mais je ne vois pas comment faire. Hein. Il n'y a pas de solution possible. Alors ce juge qui accède à cette demande, alors que cette demande n'a pas des éléments pour dire qu'il s'est désisté, comment il fait pour accéder à cette demande? Même s'il a un titre foncier, il s'est là désisté de cette action, comment il fait? C'est des choses qu'il faut arriver à percer, à comprendre pour peut-être dénoncer encore avec beaucoup plus d'acuité. Et justement à ce sujet, Maître Martin Bitton, vous avez servi comme magistrat, vous êtes magistrat à la retraite. Comment en est-on arrivé là? Comment sommes-nous arrivés à construire une société où les dossiers fonciers sont devenus cauchemardesques pour les victimes dans les couloirs de la justice? Est-ce le problème vient-il du déficit de connaissance des instruments juridiques mis à la disposition de l'ensemble du corps judiciaire au Cameroun, ou alors de la nécessité ou de l'urgence de reformer les tribunaux pour aborder de tels dossiers avec beaucoup plus de diligence? Pour vous, le problème se situe à quel niveau? Je crois que le problème se situe à tous ces niveaux que vous avez cités. Il y a d'abord l'ignorance, n'est-ce pas, des potentiels acquéreurs de terrain. Il y a aussi le fait qu'on ne voit pas la bonne personne au bon moment. Parfois, on tourne en rond avec ceux qui sont des frappeurs. Excusez-moi l'expression, on connaît au Cameroun, lorsqu'on parle de frappeurs, hein, c'est tous ces gens tous ces prédateurs qui sont autour du foncier et qui sont à tous les niveaux.
Je dis bien à tous les niveaux, à la sous-préfecture, comme à la gendarmerie, à la police, à la justice. Ça va dans tous les sens. Bon, mais je dis, il y a aussi le fait que on devrait accorder une attention particulière à ce secteur, puisque ce n'est pas seulement à Douala que ce problème existe. C'est à Yaoundé, c'est à Ngaoundéré, c'est partout. Et je dis, il est impensable que quelqu'un ait son titre foncier et que quelqu'un d'autre, parce qu'il conteste, n'est-ce pas, le titre foncier, sans droit, sans titre, sans rien du tout, qu'on accorde une oreille attentive à celui-là plutôt qu'à... Je vous donne un exemple d'un client, je me garde de le citer parce que les procédures sont encore en cours, un haut gradé de l'armée qui a son titre foncier et qui, parce qu'il était affecté dans une ambassade pendant des années, a trouvé allègrement une dizaine de personnes installées dans son terrain titré, s'il vous plaît, avec des immeubles déjà construits. Et lorsque ce monsieur se présente là-bas, muni de son titre, on lui dit oui, nous savons que vous êtes général, vous êtes colonel, vous êtes tout ce que vous voulez, mais ils sortent les machettes et les gourdins. Imaginez un instant que ce monsieur aille prendre des escouades de militaires et gendarmes et vienne mettre tout à sac pour s'installer sur son propre terrain. Il est sage, il a accepté la voie de la justice, mais ça, depuis plusieurs années, cette affaire continue à traîner. Et ce monsieur est revenu au pays, chez lui, il est incapable de bâtir là où il a acheté, avec, je dis bien, avec titre foncier. Simplement parce qu'on prétend que ceux-là ont été installés par quelqu'un qui aurait, n'est-ce pas, des droits coutumiers ou je ne sais pas quoi. Mais finalement, que vaut donc le titre foncier? Ben, au Cameroun, on dirait que le titre foncier est une espèce de chiffon. Une espèce de chiffon qui ne vaut rien. Alors que le titre foncier est, je peux dire, la pièce d'identité, n'est-ce pas, si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous êtes un apatride, vous n'appartenez à aucune nation, à aucun pays. Or, je crois que comme ça fait manger les gens, ça fait prospérer la corruption. Et nous savons ça fait manger, c'est-à-dire vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein? Au lieu de regarder le droit et d'appliquer ce droit, de dire le droit, on préfère accepter de gauche à droite ce qui vient de ceux qui ne sont pas propriétaires de terrain et ceux qui n'ont ni titre, ni droit, ni rien du tout. Alors c'est dommage de voir que dans un cas comme celui-ci, une personne malvoyante, non-voyante, vraiment, je me demande si à la place du cœur, ces gens qui se comportent comme ça, que ce soit de la justice, de l'administration, de la police, de la gendarmerie, c'est quand même triste. Très bien. Alors, Maître Minou, il se pose aujourd'hui la question de la crédibilité du principal outil de validité, de légitimité des transactions foncières au Cameroun, le titre foncier. Que valent aujourd'hui les titres fonciers? Bon, il faut regarder votre question avec... faut y répondre avec deux approches, je vais dire. La première, c'est quand même, c'est pour dire que le titre foncier a été mis en place pour des soucis de sécurisation des transactions foncières. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que le législateur lui a conféré des qualités, un triple caractère qui est toujours important de rappeler. Il est définitif, inattaquable et intangible. Et la loi dit que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.
ça devait être des éléments suffisants pour dire que lorsque vous brandissez un titre foncier, il faudrait qu'on lui confère tous les droits dus à un propriétaire d'un immeuble. Malheureusement, vous allez voir que, et même dans la procédure d'élaboration des titres fonciers, il y avait des éléments suffisants. On a pris assez de... Le législateur a prévu quand même quelques précautions pour que celui qui est titulaire du titre foncier soit protégé contre les attaques, contre des doubles ventes et tout ça. Malheureusement, comme les mafieux sont toujours très ingénieux, c'est eux qui, pour avoir réussi à se faire établir un deuxième titre foncier sur une parcelle qui est déjà titrée, parviennent à fragiliser désormais la crédibilité d'un titre foncier. Mais croyez-moi, les banquiers, en grande partie, quand on demande une garantie, le titre foncier, c'est toujours quelque chose qu'ils acceptent. Donc, malgré tout ce qu'on peut trouver comme attaque contre le titre foncier, ça demeure un élément important, un document qui a encore sa valeur, il ne faudrait pas l'oublier. Très bien. Alors, restons sur le cas Maringa, dont la transaction s'est opérée par devant notaire. Et effectivement, elle se rendra compte par la suite que malheureusement, le terrain est occupé par quelqu'un d'autre. Oui. Alors, quelle est aujourd'hui la place du notaire? Quelle doit être la procédure normale d'acquisition d'un lopin de terre où se trouve finalement la sécurité? Oui, bon, il faut rappeler les étapes, c'est pas difficile. Vous allez identifier on va vous montrer le terrain en question. Première chose, demandez le numéro de titre foncier. Vérifiez que celui qui vous présente le terrain est éventuellement effectivement son propriétaire. Vous levez ce qu'on appelle un certificat de propriété qui va vous dire si ça lui appartient, s'il y a des charges qui pèsent sur cet immeuble. Ensuite, il faut requérir les services d'un géomètre qui ira vous confirmer que ce que vous voyez sur le papier, effectivement, celui que vous montre sur le terrain. C'est-à-dire que ça fait vous êtes sûr que ce qu'on vous va montrer sur le papier, c'est effectivement ce lot que l'on vous a présenté sur le terrain. Voilà, le géomètre le confirme. À partir de cet instant, vous vous rendez chez le notaire qui devra requérir les identités des parties. Entre-temps, le géomètre est censé vous faire ce qu'on appelle un dossier technique. C'est-à-dire que vous dessinez la parcelle, délimitez la parcelle qui vous est vendue, faire des plans, ensuite remettre cela et rendre indisponible dans sa machine cette parcelle qui vous est vendue. Vous allez chez le notaire, donc vous signez l'acte de vente, vous payez le prix. Parfois, on paye le prix avant. Mais très souvent, les gens ne suivent pas ça. Dès qu'on a vu le terrain, on a fait une avance, on n'a pas encore eu le certificat de propriété, et on commence à se dire que le terrain nous appartient. Pendant ce temps, le titre foncier, lui-même n'est pas encore déposé chez le notaire. Du coup, le propriétaire a encore le titre foncier entre les mains, il peut faire d'autres transactions. Or, dans la procédure normale, vous déposez le titre foncier chez le notaire, payez le prix, on signe l'acte de vente, et le notaire donc envoie ces éléments-là à l'enregistrement ensuite au service des domaines pour que les titres fonciers soient établis et que on vous délivre votre titre foncier sur la parcelle que vous avez désormais acquise. Voilà comment ça doit se dérouler. Mais très souvent, ce n'est pas ce que les gens font. On a vu le terrain, on l'a payé, on est parti s'installer dessus, on pense que ça suffit. Ça ne suffit pas, non. Ça ne suffit pas. Mais il faut savoir aussi, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'identifier les types de transactions, je veux dire la nature des biens de ces terrains-là? Il y a des transactions qui s'opèrent sur des terrains qui ont à la base un titre foncier, oui. Mais il y en a qui n'en ont pas. Et pour la plupart des cas, c'est très souvent... Oui, si le terrain n'est pas immatriculé, vraiment, il n'y a plus là aucune autre garantie que la confiance que vous allez faire, que vous accordez à votre vendeur. Il va vous dire que c'est moi qui suis le propriétaire. Il n'y a pas de titre foncier. Qu'est-ce que vous garantit que c'est lui? Rien. Vous faites confiance. Vous dites, ok, c'est moi, demandez au voisin, demandez à celui qui cultive dedans, qui pratique, voilà comment vous allez vous renseigner. Mais sur le titre foncier, s'il y a un terrain qui est matriculé, il y a des étapes à respecter. Celles-là, ce sont celles qui vont vous préserver de tout abus vis-à-vis de votre vendeur. Et pour rester dans le cas de Yaoundé, je suis quand même curieux de savoir qu'est devenue la procédure de vente devant le notaire. Parce que dès lors que maintenant la vente, l'acte, la décision qui annulait la vente a été rétractée, ça veut donc dire que la vente a repris et est devenue valable. Alors il faudrait donc que cette procédure aboutisse désormais à l'établissement d'un nouveau titre foncier à son profit à elle. Et peut-être pour y arriver, il va falloir qu'elle attaque désormais la vente qui a été faite sur sa parcelle au profit de celle qui est sur le site actuellement. C'est lorsque cette vente sera annulée que maintenant le titre foncier deviendra disponible pour qu'elle obtienne, elle, son titre foncier. C'est un peu complexe, mais voilà vers le dénouement vers lequel on avance. Alors, vous dites, parce que nous avons une responsabilité d'éducation à l'égard de nos téléspectateurs. Donc, vous avez dit, avant l'acquisition d'un terrain, le mode opératoire ou la conduite à suivre, c'est tout d'abord de faire un contrôle
Oui, se pour s'assurer, rassurer oui. qu'effectivement le terrain... Il est disponible, il appartient à celui qui vous le propose. Voilà, tout à fait. Ensuite, solliciter un géomètre, voilà, pour les Qui relevés identifie le terrain, vous topographiques. confirme que celui qu'on vous propose est celui qui est sur le papier. Voilà, préciser le nombre de signataires. Oui, oui, ça c'est la vérification des propriétaires, vous dirigez si ça appartient à une personne ou à plusieurs. Ensuite, Oui. saisir le notaire. Oui. Maintenant, que dites-vous de ces actes de vente qu'on trouve régulièrement dans les commissariats, les postes de police, etc., des transactions qui s'opèrent devant les... Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est la réalité Il faut sociale. dire, oui, je sais, mais il faut dire tout de suite que c'est des actes nuls et de nul effet. Aucun acte ne peut se passer devant un commissariat ou une brigade ou encore moins à la sous-préfecture, parce que c'est tout le monde qui vous dit on a légalisé tel au commissariat ou chez le sous-préfet. Non, l'authentification d'un acte se fait exclusivement devant notaire, et qui plus est en matière foncière, c'est obligatoire. Bon, mais comme ça fait vivre des gens au Cameroun, ça il faut le dire, il faut le dénoncer, ça c'est toujours la corruption qui est rampante. Et là, on vous dit, vraiment on va vous satisfaire, on va régulariser ceci. Ça c'est la certification de signature au commissariat. Ça n'a rien à voir avec l'authentification d'un acte. Et puis les gens ont peur d'aller chez l'huissier et chez le notaire parce que, disent-ils, les notaires, n'est-ce pas, donnent des notes d'honoraires un peu salées. Mais il vaut mieux passer par là parce que très souvent le moins cher est très cher. Bon, il faut dire aussi que dans cette affaire de double vente, parfois de triple vente, il y a non seulement les vendeurs qui sont impliqués, parfois même les notaires sont impliqués. Moi, dans ma carrière de magistrat, j'ai menacé de mettre quelques notaires en prison. Et il y en a qui ont fui le pays parce qu'ils savaient que moi, je ne badine pas sur ce genre de situation. Alors, donc, c'est tout le monde qui... On ne comprend pas le démon qui a pris les Camerounais dans la corruption. Ça, on ne le dira jamais assez. Vraiment, il faut arrêter ça. Bon, maintenant, moi, ce que je peux conseiller à ceux qui sont... Parce que moi-même, j'ai été victime de double vente. Je ne peux pas vous dire... J'ai acheté 2 fois chez le même propriétaire un terrain, d'abord de 1000 mètres carrés, ensuite de 2000 mètres carrés. J'ai trouvé quelqu'un installé, déjà ayant construit dessus. Bon, ne voulant pas le mettre en prison parce qu'il avait déjà fait la prison au moins 4 fois pour ce genre de problème, je lui ai dit, vraiment, cherchez-moi un autre terrain. Je sais que vous en avez. Et la famille, cette famille a beaucoup de terrain. Alors vous comprenez que si on frappe un magistrat, combien à plus forte raison, hein, on frappe un colonel ou un général, ça veut dire qu'on n'a plus peur de rien du tout. Et ça, c'est dommage. Il ne faudrait donc pas que on en reste à en rire comme on le fait. C'est très grave. Et ce qu'on vous annonce là, si un procureur général a pu dire que la prochaine guerre sociale viendra au niveau du foncier, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc moi, ce que je peux conseiller à quelqu'un, même moi, si j'acquiers un terrain après avoir fait les vérifications dont a parlé mon maître Minou, je vais sur le terrain, je fais comme on fait dans la région du Nord. Parce que moi, j'ai travaillé dans les 3 régions du Nord, extrême Nord à Damawa. Là-bas, quand quelqu'un a son terrain, il fait la clôture, il met la barrière, il ferme. Là, si vous voulez aller à l'intérieur, c'est déjà autre chose. Vous serez obligé de détruire. Et à l'intérieur, vous direz ce que vous faites dans son terrain, il peut vous abattre là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est la meilleure solution. Quand vous avez un terrain, allez, faites une barrière haute de 3-4 mètres. Mettez un portail fermé. Et puis, bon, le reste, vous allez
Maître. Oui, je voulais compléter revenir sur la question que vous avez posée, quelle était la place du notaire et les actes signés au commissariat. Il faut savoir que le notaire est celui qui est habilité à passer les actes de vente sur les terrains immatriculés. Donc, si vous avez un terrain avec titre foncier et que vous voulez faire des opérations, vente de n'importe lequel, céder à titre gratuit ou onéreux, c'est devant le notaire que l'opération doit se faire. C'est l'obligation requise à peine de nullité par la loi. Les actes doivent passer par devant le notaire. Acte de vente, tout acte constitutif, translatif, droit de propriété, secteur ou extinctif. Vous avez également maintenant une autre distinction, c'est que si le terrain n'est pas immatriculé, ce n'est pas devant le notaire que l'opération va se faire. Interdiction est faite au notaire d'instrumenter les actes sur les terrains non immatriculés. Donc, c'est là où vous voyez donc prospérer tous ces actes de vente que l'on légalise au commissariat. Voilà. Ah, d'accord. Donc, en réalité, ces transactions ne doivent pas s'opérer dans les sous-préfectures, parfois dans les chefferies. Hein. Bon, là, c'est un autre débat. Vous avez des situations où vous êtes sur le terrain, sur le domaine national, partie qui n'a pas immatriculé, qui est normalement relève du domaine national. Donc, vous voulez acquérir la propriété sur une partie du domaine national, il y a une procédure qui est prévue. Vous devez mettre en valeur et solliciter une immatriculation directe devant les services préfectoraux. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que vous voyez souvent les demandes là, vous voyez des centres de commission pour venir constater la mise en valeur et éventuellement maintenant continuer la procédure pour que plus tard un titre foncier vous soit délivré. Là, votre interlocuteur, c'est l'État, il n'y a pas un individu. Voilà. Ok. Mais, chers experts, maintenant, comment dénouer les chevaux sur ces dossiers fonciers qui pilulent dans les couloirs de la justice? Vous avez entendu Marie tout à l'heure couler les torrents de larmes, c'est le cas dans bien de familles. Elles sont nombreuses, ces familles qui se retrouvent dans le sujet de ce soir. Par où doit-on aborder le sujet? Évidemment, les instruments juridiques sont disponibles depuis 2008, une espèce de synthèse, mais jusqu'ici, on n'a pas le sentiment qu'il y a une espèce d'évolution dans le traitement, qu'il y a une espèce de diligence dans le traitement de ces dossiers-là. De quel bout doit-on aborder la question? Bon, j'ai commencé par aborder le cas Léon de tout à l'heure en vous disant que il faut tirer les conséquences de l'annulation, enfin de la rétractation du jugement qui annulait sa vente à elle. Ça veut donc dire que sa vente désormais est valable. Il fallait donc terminer le processus de vente par l'établissement d'un titre foncier à son profit. Il fallait par la suite qu'elle attaque la vente qui était faite par le même vendeur sur la parcelle par elle déjà acquise à une autre personne. Il fallait qu'elle attaque cette vente, que ce soit annulé, avant qu'elle puisse pouvoir désormais agir pour que dessus, elle exerce ses droits. Voilà comment ça devrait se faire. Maintenant, ce qui les concerne, eux, ceux de droit-là, je pense quand même, au vu des éléments qu'il y a dans le dossier, que si ce monsieur se prévaut d'un acte de vente qui a abouti à l'établissement d'un titre foncier à son profit, c'est dans leur intérêt d'attaquer également la vente. Pour que cette vente soit annulée, parce qu'on ne peut pas vendre le même terrain deux fois. La règle fondamentale en matière de vente chez nous, c'est que dès lors que les parties sont d'accord sur le prix et la chose, la vente est parfaite. Vous ne pouvez plus le vendre selon une autre personne. Donc voilà des pistes que l'on peut essayer d'explorer pour aboutir à peut-être un début de solution. Et puis il faut dire que ça c'est un constat, hein, il reste à vérifier la véracité de ce que je dis, mais il se dit, n'est-ce pas, par des autorités compétentes, notamment les magistrats du tribunal administratif de Douala, que sur 100 titres fonciers à Douala, 80 sont faux. Faux comment? C'est-à-dire? Ça veut dire que soit il y a eu une erreur de l'administration au moment de l'établissement du titre, soit alors il y a eu un document complètement contrefait qui correspond à une réalité. Qui est contrefait. Et parfois, c'est pas la première personne installée sur le terrain qui a eu le titre foncier. C'est-à-dire, elle s'est fait doubler par quelqu'un qui a monnayé plus fort et qui reçoit son titre le plus rapidement possible. On a vu même des terrains où il n'y avait aucune mise en valeur, mais où les papiers sont signés, n'est-ce pas, tout. Quand vous allez sur le terrain, vous tombez des nues. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui existent.
s'il fallait qu'on revienne, le titre foncier, il a beau être intangible et tout ce que vous voulez, mais si on se rend compte qu'il a été vicié à la base, on l'annule, on le retire de la circulation. Il y a même plus grave, c'est que la personne, je peux dire la plus autorisée en matière de titre foncier, c'est-à-dire le ministre des Affaires du domaine, des affaires foncières, des affaires domaniales et des affaires du domaine et des affaires domaniales, foncières, n'est-ce pas, a réussi le tour de force de remettre en cause des décisions de justice, même de la plus haute cour de justice, c'est-à-dire la Cour suprême. C'est-à-dire que la décision arrive, elle dit non, il faudrait que vous ne signez rien, les receveurs, comment on les appelle, les conservateurs, vous ne signez rien sans que je ne vérifie. Donc, le ministre est devenu un autre degré suprême de juridiction. Non, mais attendez, ça ne va pas. Nous sommes où? La formule exécutoire dit bien, le président de la République mande à tous procureurs généraux, officiers de police judiciaire, de tenir la main à l'huissier instrumentaire pour que cette décision soit, je caricature, pour qu'elle soit exécutée. Et un ministre vient remettre cela en cause. On a vu des ministres retirer un titre foncier alors que la décision de la Cour suprême avait demandé de rétablir la personne. Mais nous marchons par la tête, monsieur Eric. Alors que faut-il? Piste de solution? Mais il faudrait remettre chacun à sa place, donner, n'est-ce pas, le plein exercice au droit et à la loi, et cesser de faire, n'est-ce pas, ces tours de passe-passe, hein, parce qu'il y a eu de l'argent, parce qu'il y a eu telle connaissance, parce que si vous avez votre parent, ça devient, n'est-ce pas, prioritaire par rapport à la loi. Non. Il faudrait que tout le monde sache qu'on doit respecter la loi, on doit respecter la décision de justice, surtout lorsqu'elle est définitive et qu'elle est frappée d'une formule exécutoire. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Il faudrait donc faire des journées portes ouvertes, des séminaires, hein, pour recadrer, n'est-ce pas, tout un chacun. Ok. Alors, et vous, Maître Minou, on va bientôt sortir. Dites-nous, la répétition, évidemment, est la mère de l'enseignement. Quelles sont les précautions à prendre? Il faut bien le rappeler. Quelles sont les précautions à prendre et que faut-il pour respecter ce process dans notre contexte social en vue d'éviter de vivre cette guerre sociale? Bien. Il faut déjà mettre à l'actif quand même du gouvernement la modernisation du cadastre au Cameroun. On a envie de l'informatiser. Et c'est quand même déjà assez avancé. Vous avez aujourd'hui les géomètres qui ont, à partir de leur machine, qui peuvent vous géolocaliser un terrain. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra relever à l'actif du gouvernement. Maintenant, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, comment acquérir le pain de terre qui est immatriculé? La première des choses, commencez par demander le numéro de titre foncier. Vous assurez que celui ou ceux qui vous vendent le terrain sont effectivement les propriétaires parce qu'il y a leur nom sur ce qu'on appelle le certificat de propriété que vous allez lever. Ensuite, vous contactez un géomètre qui vous garantit que le terrain qu'on vous montre sur le papier est celui qu'on vous présente physiquement. Et le même va donc engager un dossier technique, à savoir délimiter la superficie que vous avez achetée en plaçant des bornes et un procès-verbal de bornage qui sera signé. Dépose tout cela chez le notaire, donc on signe l'acte de vente, vous payez le prix. Le notaire va s'atteler à finaliser donc l'opération en transmettant le dossier donc aux services compétents qui vont délivrer un titre foncier et vous retournez chez le notaire pour recevoir votre titre foncier. Voilà comment ça se passe de manière schématique. Voilà. Et maintenant, d'un point de vue pratique, que doivent faire ces familles? Madame Ga et Madame Lassa. Oui. Quelle est la démarche idéale? D'accord. Il y a une décision qui est rendue dans le cas de Douala. Je crois qu'il faut déjà éviter que cette décision soit définitive. Donc il faut relever appel déjà. Mais devant le juge d'appel,
vous avez énuméré les arguments qui sont pertinents. Il suffit pour vous de produire les pièces que vous avez pour que le juge en cour d'appel comprenne qu'il n'est plus possible que l'on revienne devant notre juge alors que l'on s'est déjà désisté. Donc, vous allez apporter argument devant le juge à la cour d'appel. Mais aussi, comme je l'ai dit il y a tout à l'heure, ce monsieur se prévaut d'un titre foncier, il se prévaut d'un acte de vente qui porte sur la parcelle que vous avez déjà achetée avant lui. Donc, il vous appartient aussi d'engager une action en unité de vente pour qu'il se sente en insécurité et quand même finalement il perd ce titre foncier parce que si la vente est annulée parce que vous êtes celle qui a la priorité d'achat ou l'antériorité, il n'a plus de titre foncier, il ne peut donc plus vous attaquer. C'est vrai que c'est des procédures judiciaires, mais je ne vois pas d'autre chose à vous proposer. Pour le cas d'Yaoundé, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a gagné, on a respecté le jugement qui a annulé sa vente, elle a gagné contre ceux qui ont vendu le terrain, elle a gagné sur le plan pénal. Alors maintenant, il faut qu'elle tire les conséquences de ces décisions, qu'elle attaque la vente, d'abord finaliser l'opération devant le notaire. Il faut que le titre foncier sorte à son nom pour la parcelle qu'elle a acquise. Est-ce possible à l'heure qu'il est? Bien sûr, puisque désormais sa vente est valable, elle a une décision qui dit que désormais elle a en droit de se prévoir à cette vente, puisque l'annulation a été rétractée. Le problème, c'est qu'elle n'arrive même pas à entrer en possession de cette décision. Et là, moi, j'aimerais... Oui, mais il y a quand même un élément important qu'elle a donné. Elle a pu avoir un certificat de non-appel. Ça veut dire que l'expédition au moins est disponible. Oui. L'expédition au moins est disponible. Parfois, on a le certificat de non-appel. Et après, on vous dit que il y a un appel qui s'est infiltré. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. En tout cas, au vu des éléments qu'elle fournit, elle a au moins eu l'expédition. Elle a un certificat de non-appel. La décision est définitive. Donc, sa vente est désormais parfaite. Enfin, on ne peut plus l'attaquer. Du moins, au vu de ces éléments-là. Oui. Elle va donc revoir le notaire avec ça pour qu'il continue l'opération et lui délivre son titre foncier. Au vu maintenant, ayant son titre foncier entre les mains, elle attaque désormais la vente, la deuxième vente, celle dont se prévaut cette dame pour avoir son titre foncier. Quand on va annuler, donc on devrait normalement annuler cette deuxième vente, puisque elle a acheté avant, elle a l'antériorité de la propriété, je peux dire ça comme ça. Donc la vente devrait être annulée et elle pourra désormais donc procéder à l'expulsion de celle-là qui est sur le terrain qui lui appartient. Voilà le conseil que je peux lui donner. C'est un peu éprouvant, c'est un peu difficile. Oui. Bon, c'est toujours devant la justice qu'il faut repartir. L'obtention de sa grosse. Je crois que généralement, quand on a une décision, il faut rentrer chez le magistrat qui a rendu la décision pour que ce magistrat sorte la minute et qu'ensuite on fasse les formalités pour entrer en possession de la grosse copie et tout ça. Au cas où ça ne va pas, ben, il s'adresse au supérieur du magistrat. Ça peut être le président du tribunal ou le président de la cour. Et il y a... elle peut faire une demande en intervention, même au procureur général, mais de toute manière, c'est dans le giron, n'est-ce pas, de la justice qu'elle doit s'adresser. Et elle-même, elle se présente avec son état. Je crois quand même que tout le monde ne sera pas sourd à ces supplications. Parce que, j'insiste encore sur son état, vraiment, elle devrait être prioritaire. Mais comme chez nous, il n'y a pas de priorité pour les malheureux, n'est-ce pas? Et chacun se dit, comment dire, religieux. On dit la religion sans tâche consiste à voler au secours des veuves, des orphelins, des malheureux et à se prémunir des souillures du monde. Alors, moi, je ne sais pas quel genre de religieux nous sommes. Quand on voit un aveugle, on voit un paralytique qui souffre, on fait la sourde oreille, on ose prendre de l'argent contre cette personne. Mais c'est criminel. Très bien. Ok, bien. Merci pour vos différentes recommandations. Maître Minou Sterling, je le rappelle, est avocat au barreau du Cameroun. Maître Biton Martin est magistrat à la retraite, avocat lui aussi au barreau du Cameroun. Alors, nous allons franchir un autre palier de cette émission. Mais avant d'y arriver, nous vous indiquons que dans les prochaines semaines, les prochains jours, nous allons effectuer une montée en puissance avec des sujets de société assez croustillants qui nous sont offerts. Nous allons nous intéresser à un phénomène nouveau, un fait social qui est survenu à Douala. Il s'agit d'un pasteur qui a engrossé 5 femmes et toutes ces femmes, évidemment, sont des femmes mariées. Donc elles vont s'exprimer, elles nous diront exactement ce qui s'est passé. Et
et nous donnons aussi la parole à ce pasteur qui va s'exprimer, il va se justifier. Donc c'est un sujet à suivre dans les prochains jours sur les antennes d'Equinox Télévision, tout comme ce phénomène tout à fait pathétique qui se développe, qui prospère dans notre société, ces personnes qui se permettent de commettre des actes sexuels, des violences sexuelles sur mineurs, sur des enfants dans notre pays. Nous enquêtons sur ce phénomène, surtout le cas de Gonsamba, où des enfants sont décédés à la suite d'un viol. Nous enquêtons très sérieusement sur cette affaire en ce moment et les résultats vous seront présentés dans les tout prochains jours sur les antennes de Equinox Télévision. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, nous marquons un arrêt sur un cas social assez préoccupant. Il s'agit du cas de Monique, cette dame qui souffre d'une dépression, une dépression sévère, une dépression mentale profonde à la suite d'une déception amoureuse. Nous vous proposons de revivre ce moment. C'est une immersion dans une vie brisée à cause de l'amour. Je vous propose de revivre ce moment et juste derrière, nous vous donnerons quelques nouvelles avant bien sûr de sortir. A tout de suite. Dans les couloirs du quartier Noubel à Douala, Emilienne Tekani, la dame qui balade l'un des enfants abandonné par sa sœur, devenue handicapée mentale, dit souffrir le martyr. Ce qui me fait mal, c'est les enfants que ma sœur malade mentale a abandonnés. Et ils ont besoin aussi de vivre. Et ce qui me fait plus mal, il faut qu'ils partent à l'école comme d'autres enfants aussi. Et ils manquent même parfois à manger. Or que ce sont les enfants, il faut qu'on les nourrisse pour qu'ils grandissent aussi bien. C'est donc en fin 2013 que les déboires de Monique Ngili, la sœur d'Emilienne, débutent avec la rupture brutale de la relation entre son conjoint et elle. Comme si c'était hier. Quand elle est rentrée, elle avait déjà un enfant de ce côté-là. Subitement, elle a commencé à parler autrement. Je demande que c'est quoi. Elle me dit que grand soeur, ça ne va pas. Elle dit que quoi ne va pas. Elle dit que mon ami a dit que je ne suis pas une belle femme. Elle dit que mais tu es une belle femme. Subitement, je vois seulement comment quelqu'un me dit que donc tu es derrière elle. C'est là où elle a commencé à me dire de n'importe quoi. Elle parlait de n'importe quoi. Après, elle s'est levée, elle a fui. On est parti l'attraper. Quand on revient maintenant à la maison, on voit que ça devient autre chose. Jusqu'à présent, elle est comme ça. On ne sait même pas comment on peut exprimer cela. Et la voici dans la rue. Parfois elle est nue. Parfois même elle se retrouve dans la poubelle. Tu la vois de ce côté, demain, aujourd'hui tu la vois ailleurs. Tu l'habilles aujourd'hui, demain tu la vois nue. Mais à présent même, je ne sais pas là où je peux la retrouver. Donc, c'est devenu, je ne sais pas où je peux appeler ça la folie. Parce que quand elle m'a dit ce jour-là que son ami là a dit qu'il ne peut plus être avec elle, je me suis dit que c'est quelque chose qu'on pouvait arranger. Et subitement, depuis ce jour, même son ami là n'est jamais venu demander que c'est comment avec elle. Monique, la sœur d'Emilienne, a connu une déception amoureuse. Et la dépression s'est installée, si l'on s'en tient au dire de la famille. L'équipe de regard social, sous la conduite de Samuel Tchoufa, le chef opérateur, s'est engagée à retrouver Monique, la sœur d'Emilienne, désormais handicapée mentale. Au bout de plusieurs semaines de recherche et à différents coins de la ville de Douala, nous rencontrons Monique. Monique parcourt plusieurs quartiers de la ville à la recherche de quoi manger. Vit des restes de nourriture jetés dans la poubelle et d'un point pour dormir. Des moments tristes pour les membres de la famille. Elle était en train de ramasser les trucs dans la poubelle. Et je l'ai appelée, elle ne m'a même pas reconnue.
Elle continue, elle s'est même mise à manger dans la poubelle devant moi. Ça m'a paru bizarre. J'allais même m'écrouler là sur place. Ça m'a fait tellement mal. Une personne qui est normale comme toi, subitement, une fois tu la vois nue et elle est en train de manger dans la poubelle. C'est qu'elle ne mangeait jamais. Ça m'a fait tellement mal que je ne sais même pas. J'ai cru que tout le monde était contre moi. Je sais... Ah. Étant dans la rue, tout cet temps-ci, on nous a appelés. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Moi, je sais que comme elle mange dans la rue, personne ne peut la regarder. Subitement, on m'appelle, on dit qu'elle a accouché. J'ai même nié. C'est la voisine qui est venue nous dire que ouais, ta soeur a accouché à l'hôpital. Alors qu'elle ne s'était pas vue depuis plusieurs mois, l'équipe de Regard Social décide de croiser les deux sœurs. Durant ces 4 ans passés dans la rue et dans cette même situation, Monique a pu mettre au monde 2 enfants garçons. Et le cas le plus patent est le dernier enfant qu'elle a accouché au marché des chèvres. Alors qu'elle était en travail, elle a été sauvée par les forces de police du 2e arrondissement de la ville de Douala et conduite à l'hôpital du district de Noubel. Dans la nuit du 30 juin 2016, une certaine Monique a été conduite ici à l'hôpital. Papa, le commissariat du 2e arrondissement, elle avait accouché au machin. Elle avait un coup de placenta dans le ventre. Quand elle est donc arrivée à l'hôpital a tout fait pour la mettre hors de danger. Maintenant, il fallait sécuriser son bébé. Et on avait aussi voulu par la suite mettre la fille sous planning familial. Elle a maîtrisé, mais pas du tout facile. Pourquoi? Elle marche comme ça dans la rue, elle marche comme ça, elle sort, elle s'en va, elle revient à la maison, elle peut faire 2 jours. Elle s'en va parce qu'elle est malade mentale. Elle est trouble psychique. Bon, c'est vrai que je ne suis pas bien placée pour le dire, mais je pense qu'elle est malade. Elle était ici, que je causais avec elle. Quand je lui dis qu'elle savait, elle était consciente qu'elle a accouché. Mais maintenant, quand on lui demande par exemple d'allaiter le bébé, elle les refuse. Tu lui dis comment tu vas. Elle ne parle pas, elle parle quand elle veut. Quand tu lui poses une question, elle ne te répond pas. Elle répondait avec le gestuel. Elle n'est pas violente, mais elle est très réticente. C'est comme ça que je l'ai trouvée. Après qu'on l'ait calmée, après son accouchement, elle n'était pas violente, mais elle est réticente. Ça veut dire tu parles, elle ne répond pas. Tu parles, elle ne répond pas, elle te regarde. Et quand tu parles de l'enfant, tu vois, elle commence à coopérer. Tu lui dis que tu as accouché l'enfant, l'enfant est net, elle fait comme ça. Et quand on a même laissé l'enfant là-bas chez eux, elle passait de temps en temps, elle regarde l'enfant et elle s'en va. Et elle était très bien. Elle allait à un mariage, elle allait vivre avec un monsieur. Voilà, je crois, 2 enfants. Voilà, retour sur le plateau pour faire justement le point des différentes contributions, mais déjà une bonne nouvelle. Monique peut trouver la guérison. Elle peut trouver la guérison. Les experts l'ont dit,
il suffit simplement de lui administrer un protocole thérapeutique qui relève purement des sciences de la psychologie. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait le choix ce soir de vous faire revivre cette histoire assez pathétique. Et évidemment, n'hésitez pas à lui apporter votre contribution dès cet instant, comme vous savez si bien le faire, chers téléspectateurs, au 690 50 50 94, précédé du 237, pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun. Alors, quelles sont les différentes contributions enregistrées à notre compteur? Irène Tembe est avec nous sur le plateau. Bonsoir, madame. Alors, ce soir, nous traitons tout d'abord le cas Monique avec des contributions qui ont été enregistrées, lesquelles? Bon, je vais reprendre les contributions depuis le 13 février, parce qu'entre-temps, on a eu une rupture et tout. Il y a une chrétienne 5 000, une famille chrétienne 10 000 francs, un bienfaiteur de Bafoussam 10 000 francs, Yangoulet 1 000 francs, une chrétienne à Porto Novo Bénin 5 000, Marie étudiante à Marois 3 700, Goufak Justine 5 000, Njor Olivier 5 000, professeur Charles Mbida 50 261 francs, Poumetcho Cyril 2 000, une bienfaitrice de Newton Aéroport 20 000, bienfaiteur des États-Unis 16 484 francs, Ndassipia Bafoussam, professeur de lycée 1000 francs, Tété Moutema 2 000, un bienfaiteur de Koto Village 5 000, une chrétienne du Tchad 10 000, une chrétienne 2 000, Georges Clovis 10 000, bienfaitrice 5 000, Dormo Christelle 8 000, Penda Jacques 7 000, Talom Notom 1500. Nous avons eu à la dernière minute un autre bienfaiteur, famille Young Ayabassi 5 000 francs. Le total au départ était de 343 945 francs. Avec l'appui du dernier donateur, nous montons à 348 945 francs. Voilà, 343 000. Oui, là c'est ce que nous avons. Nous venons d'avoir un bienfaiteur sur le plateau en direct qui vient de remettre la somme de 5 000 francs. D'accord, 5 000 francs. Quand nous ajoutons 5 000 sur 343 000, on se retrouve à 348 945 francs. Voilà, donc il faut, ça fait 348 000 francs. Parce qu'il faut être précis, hein, il faut donner tous les détails. Oui. C'est assez important. Donc Warren va sans doute modifier le voilà, montant. faire cette correction. Donc si un bienfaiteur a fait une contribution à l'instant, donc de 5 000 francs CFA, on doit être logiquement à 348 945 francs CFA. Voilà. Alors, merci pour vos différentes contributions, mesdames et messieurs. Et nous vous permettons à présent de voir un autre cas en images. C'est des images assez pathétiques, assez difficiles. Le cas de Berthe qui souffre d'une pathologie que des spécialistes appellent le goitre. Je vous propose de vivre cet élément. Voilà, vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir en image. C'est un cas social qui nous préoccupe depuis plusieurs mois. Des contributions, nous en avons enregistré aussi sur ce cas. Tout à fait, nous avons enregistré certaines contributions. Nous avons Madame Mesatio, 10 000 francs, Penda Jacques, 5 000, Rési Joss Meyer, 5 000 francs, Maman Madeleine, 20 000, Yangoulet, 1 000 francs, bienfaitrice de Nialaray, 3 000 francs, sans oublier les femmes de l'UUG qui étaient ici la semaine dernière avec 150 000, ce qui monte à un montant de 1 154 150 francs. Parce qu'il faut préciser que la semaine dernière, nous étions à 960 000 francs. Donc actuellement, nous sommes à 1 154 150 francs CFA. Très bien. Et d'autres cas, il y a eu sans doute des contributions tout au long de cette semaine. Tout à fait, il y a eu sans doute des contributions. Oui. Au niveau des enfants qui sont atteints du cancer, nous avons eu des contributions. Les chrétiens catholiques les chrétiens catholiques de Sacré-Cœur de Jésus de la paroisse Saint-Mathieu, poste Albin Sonko, 100 500 francs. Prayer Group, 50 000 francs. Madame Boula, 10 000 francs. Une famille chrétienne de Bétois, 3 500. Penda Jacques, 10 000. Somgami, 2 000. Un bienfaiteur de Lorbesso, 5 000. Famille Adou, 10 000. Une bienfaitrice du Congo, 5 000. Cyril Kenyé, 5 000. Famille Kamdem, 10 000. Yvette de Bamenda, 5 000. Une bienfaitrice, 2 000. Une chrétienne de Bonamou Sadi, 3 000 francs. Mutuel Balako de Bonamou Sadi, 2 000 francs. Minkonyen, 10 000 francs. Ce qui va nous donner, Eric, un total.
C'est vrai que le total n'a pas été arrêté. Nous avons juste lu, la dernière fois, nous étions à 9 155 000 francs CFA. Ok, bien. On y reviendra, je préfère sur que... le total. Donc, on y reviendra sans doute avec tous les détails, toute la comptabilité nécessaire, puisque la réalisation nous fait des grands signes. En tout cas, merci pour ces différents détails, Madame Tembe. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 20h45 sur les antennes de votre télévision, Equinox Télévision. Et nous viendrons avec des sujets assez alléchants. Nous allons monter d'un cran. Voilà, nous monterons d'un cran. Nous aborderons des problématiques qui sont actuelles, qui sont profondes et qui s'attaquent parfois à l'intégrité des personnes innocentes dans notre société. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Et continuez à soutenir ces différents cas sociaux qui ont besoin de vous, ces personnes en situation de souffrance qui ont eux aussi droit au bonheur, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir.